Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, on va vous parler du management de l'énergie et du froid industriel. Donc je me présente, c'est Hélène Rivière-Caluc, je travaille à l'ADEME à Angers au service entreprise et écotechnologie. Et je vais vous parler du management de l'énergie et des actions de l'ADEME sur ce sujet et sur le froid industriel. Et ensuite, je laisserai la parole à Édouard Chaloub pour une illustration concrète en fait de l'application. Pardon. Hop là. Alors, voilà. Donc avant de vous dérouler en fait le management de l'énergie au sens très normatif qui peut être un petit peu rébarbatif, je voulais vous évoquer avec vous en fait qu'est-ce qu'une perte énergétique quand on analyse une entreprise ou une organisation. En fait, vous avez besoin d'énergie pour faire une fonction, c'est-à-dire chauffer, évaporer, mettre en mouvement. Ça, c'est la fonction, le changement d'état que vous avez besoin de faire. Mais pour amener cette fonction à son utilisation, vous avez plusieurs couches en fait autour. Vous avez un procédé, vous avez un équipement, vous avez du contrôle, vous avez la maintenance, l'entretien, plusieurs couches autour qui font que par rapport à la fonction énergétique et l'usage, en fait, vous consommez finalement beaucoup plus. Et l'efficacité énergétique ou améliorer la performance énergétique d'un procédé, finalement, ça consiste à réduire toutes ces couches un petit peu de cet oignon. Donc il y a plusieurs niveaux. Déjà un bon entretien, un équipement en bon état. Une maintenance adéquate également. La maintenance adéquate, c'est des plans de maintenance, c'est une maintenance de qualité, une recherche des fuites de fluides, etc. Une stratégie de contrôle qui doit être adaptée, un équipement bien dimensionné et efficace, un procédé qui est dimensionné aussi au bon usage, et ensuite, pour diminuer le besoin, eh bien, il y a aussi des choses à faire sur de l'optimisation des recettes ou des changements de consignes, ce genre de choses. Enfin, vous voyez, il y a différents niveaux d'action. Et pour chaque niveau d'action, en fait, on a besoin de différentes connaissances. Donc, on a besoin de mesures de type organisationnel et comportemental, c'est-à-dire travailler sur l'organisation de l'entreprise. La compétence à tous les niveaux est importante, que ce soit ou au moins de la formation de la sensibilisation, que ce soit le responsable achat ou la personne en charge de la maintenance ou la personne en charge de l'entretien. Pour la partie équipement, bien sûr, il faut les bonnes pratiques et les meilleures technologies disponibles. Mais encore une fois, c'est pas seulement... en fait, c'est pas le fait d'avoir le meilleur équipement du monde ne fera pas forcément le procédé qui consommera le moins. Il faut que toute la chaîne autour soit aussi vertueuse. Et sur la partie procédé, on a peut-être besoin de choses plus innovantes, l'intégration des procédés et puis des technologies de rupture dans certains cas. Donc je vous montre ça pour introduire le fait que le management de l'énergie, finalement, c'est une approche en fait structurée et méthodique pour prendre en compte un petit peu tous ces aspects-là. Alors, le management de l'énergie, c'est un système de management qui s'inspire de tous les systèmes qualité sur des roues classiques PDCA. Donc, c'est assez classique dans sa structure. On a besoin d'un engagement de la direction, une politique énergétique,
une grande étape de planification. Ensuite, une mise en œuvre et une vérification avec de la rétroaction. Une revue de management et ensuite la boucle d'amélioration continue qui s'enclenche. Donc ces principes-là sont décrits dans l'ISO 50001. Et finalement, si on s'intéresse par exemple plus précisément à la phase de planification, qu'est-ce que ça veut dire la planification pour un système de management de l'énergie? Donc c'est la revue énergétique, hein. Et alors il faut se poser plusieurs questions. Combien je consomme d'énergie et surtout où est-elle utilisée et quels sont les usages énergétiques significatifs. Alors usage énergétique significatif, c'est un vocable un petit peu de la norme, mais ça veut dire qu'il faut en fait définir pour vous dans votre entreprise, dans votre usine, les usages vraiment qui sont significatifs et sur lesquels vous allez ensuite dérouler tous les aspects de la norme. Donc il y a un petit peu une notion de priorisation. Et ensuite, pour chaque usage significatif, un des usages, ça peut être le froid, ça peut être la chaudière, ça peut être l'éclairage dans certains secteurs. Ensuite, vous allez dérouler pour chaque usage tous les aspects. Donc, quels sont les facteurs influençant la consommation d'énergie? Quels sont les facteurs, ça peut être très variable aussi. Donc, dans le domaine du froid, vous allez avoir des facteurs climatiques qui peuvent influencer la consommation d'énergie. Vous pouvez avoir des facteurs liés à l'activité de l'entreprise. Ça peut être la production, ça peut être d'autres facteurs. Donc les facteurs d'influence, c'est en fait, ce sont des facteurs qui doivent être, qui sont uniques en fait à votre entreprise. Donc pour chaque usage, vous déroulez aussi les autres questions. Quelles sont les opportunités d'amélioration de la performance énergétique? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des préconisations à faire? Quelles sont les exigences légales et autres exigences? C'est-à-dire qu'il faut faire une veille réglementaire aussi. Donc dans le domaine du froid, je pense que M. Chaloub en parlera tout à l'heure. C'est vrai que c'est un aspect non négligeable. Et en fait, vous devez dérouler ça pour tous les usages énergétiques significatifs. C'est-à-dire que dans un système de management de l'énergie, vous devez prouver que vous êtes bien conforme que vous êtes bien au courant des exigences légales et que vous êtes en conformité. L'autre point à évaluer, c'est la consommation de référence. Et puis, définir des indicateurs de performance énergétique. Et ensuite, il faut définir des objectifs et des cibles. Et c'est là où l'ISO 50001 peut différer des autres systèmes d'application volontaire en système de management, comme la 14001 ou la 9001, au sens où dans la 50001, vous devez écrire un objectif de réduction dans votre système. Donc il doit être en adéquation avec votre politique et votre ambition, mais vous devez avoir défini un objectif de réduction. Et de toute cette phase de planification, normalement, doit dérouler le plan d'action. Alors je voulais faire un petit focus sur les indicateurs de performance énergétique et également sur ces facteurs d'influence. On les appelle aussi facteurs d'ajustement en fonction des différentes versions des normes. Alors qu'est-ce qu'un facteur d'influence? C'est un paramètre quantifiable qui influe sur la consommation énergétique du système. Pourquoi quantifiable? C'est parce que si vous voulez utiliser le facteur d'influence afin de construire votre indicateur, vous devez pouvoir le mesurer, lui donner un chiffre, afin en général de le rapporter à une consommation d'énergie.
Donc ça peut être des heures de travail, ça peut être des heures de production, des conditions climatiques, des heures d'ensoleillement, différents paramètres quantifiables. Ensuite, vous construisez votre indicateur de performance. Quelquefois, vous n'avez pas forcément tous les instruments de mesure. Donc en fait, la norme ISO 50001 ne vous demande pas d'avoir, quand vous démarrez, tous les instruments de mesure prêts avec tous les indicateurs. Par contre, vous devez avoir un plan de mesurage. Vous pouvez dire, pour l'année 1, on prend cet indicateur-là. Et on va construire pour l'année 2, pour l'année 3, tel ou tel indicateur plus précis. Et pour cela, on doit se doter d'instruments de mesure supplémentaires. Donc ensuite, les indicateurs, la norme aussi est assez ouverte. En fait, ça peut être une mesure simple ou des ratios ou des modèles plus complexes. Des indicateurs classiques que les gens utilisent, ça va être des consommations spécifiques, des kilowattheures par tonne, ou sur une chambre froide, on peut avoir des kilowattheures par mètre cube de chambre froide. Vous pouvez avoir différents types d'indicateurs, une consommation électrique spécifique par masse de produit. Vous pouvez avoir des différents rendements d'installation, des coefficients de performance. En fait, l'indicateur doit être construit aussi avec en tête le fait que on ne le suit pas seulement pour le plaisir de le suivre, on doit suivre l'indicateur parce qu'il doit permettre l'identification de dérives de consommation. Donc c'est dans ce sens-là qu'il doit être construit. Et sur des indicateurs de froid industriel, vous pouvez par exemple avoir un objectif de coefficient de performance, mais que vous ramenez à la température extérieure pour ne pas avoir c'est pas forcément un coefficient de performance en absolu, mais c'est par rapport aux conditions extérieures, à la température extérieure qu'il a fait, le COP prévu en fait. Et du coup, vous suivez la différence entre le COP prévu calculé et le COP, le coefficient de performance réel. Donc ça c'est un exemple d'une analyse qui prend un petit peu plus en compte les facteurs d'influence. Donc sur les systèmes de management, donc on l'a cité à plusieurs reprises, la norme internationale, c'est la norme ISO 50001. Et vous avez en fait tout un corpus de textes qui accompagnent cette norme, qui sont là pour aider les personnes, les organisations à mettre en œuvre. Donc on va avoir beaucoup de lignes directrices. Je vous en ai cité 2 ici, donc sans vous inonder de numéros. Il y a la 50015 qui donne un peu plus de lignes directrices sur les notions de performance énergétique, qui ne sont pas toujours faciles à définir. Et puis la 50006 qui approfondit justement les aspects indicateurs de performance. Donc ça, ce sont des documents normatifs qui accompagnent en fait l'ISO 50001. Et l'AFNOR, sur les aspects plans de mesurage également, l'AFNOR a récemment sorti un fascicule normatif aussi, qui donne pas mal de méthodes et de recommandations sur comment construire un plan de mesurage. Alors, juste pour l'ADEME en fait sur ces thématiques, on a plusieurs modes d'action. On a d'abord un soutien financier, c'est-à-dire qu'on aide différentes actions, et un soutien technique et méthodologique, c'est-à-dire qu'on aide, on publie des bonnes pratiques, et on développe des méthodes. Et donc dans le cadre du management de l'énergie, on intervient surtout sur la partie aide au conseil, c'est-à-dire que
vous pouvez, voilà, dans un dispositif qui s'appelle Aide à la décision, l'ADEME finance la construction d'un système de management de l'énergie dans une organisation. Donc on cofinance en fait un conseil externe pour la construction d'un système. Soit en action collective, c'est-à-dire qu'on va avoir sur un territoire plusieurs entreprises qui veulent mettre en place un système de management de l'énergie et du coup qui peuvent aussi se retrouver périodiquement sur des ateliers collectifs, soit en action individuelle. Par contre, on n'aide pas le coût de la certification en tant que telle. Donc ça, c'est ce que je disais. On a un chiffre à peu près de 300 établissements qui ont été accompagnés par l'ADEME pour mettre en place un système de management de l'énergie. Ce n'est pas le chiffre des organismes certifiés, c'est vraiment des gens qui ont été accompagnés financièrement par l'ADEME pour la construction d'un système. Et sur le volet publication, donc vous trouverez sur notre site internet, et puis j'en mettrai aussi, j'ai quelques brochures. On a différentes publications, notamment un fascicule sur le système de management de l'énergie et des fiches bonnes pratiques qui permettent, si vous démarrez de zéro, de déjà avoir des exemples, des guides. Dans la brochure Système de management de l'énergie, nous avons notamment la fiche fonction du référent énergie, puisqu'un système de management de l'énergie doit être animé par une personne dont la fonction est référent énergie. Et donc on a un recto verso qui définit qu'est-ce qu'être référent énergie en entreprise et quelles doivent être ses missions. Sur les aspects plan de mesurage, on a aussi un ouvrage sur le comptage de l'énergie qui a été coédité avec Duno. Voilà. Et donc, sur le front industriel, puisque c'était le sujet du jour, nous avons aussi des fiches bonnes pratiques, des retours d'expérience. Là, j'ai une coquille, le guide Le froid efficace dans l'industrie paraîtra début 2017. Je corrigerai tout à l'heure. Et nous avons également des apports méthodologiques, notamment des cahiers des charges et des arbres de décision pour les maîtres d'ouvrage. Et ça, c'est, je ne sais pas si ça se voit bien, mais c'est le genre de document que vous pouvez retrouver sur notre site, sur les bonnes pratiques, en fait. Si vous prenez votre système, excusez-moi, là, l'image n'est pas très bonne, mais tout ça est téléchargeable sur le site de l'ADEME. Quand vous prenez votre système, vous pouvez déjà regarder tous ces points-là, qui sont des pistes d'économie d'énergie. Donc ça, c'est un exemple sur le froid, et vous avez 11 autres schémas de ce type pour votre site industriel. Je vais peut-être laisser la parole à... Donc, sur les aspects innovation, je voulais juste mentionner qu'on finance aussi des projets innovants. On a plusieurs appels à projets en cours. Je voulais juste évoquer avec vous ce matin l'appel à projet industrie et agriculture éco-efficiente dans le cadre des investissements d'avenir. Ça finance en fait des projets innovants qui veulent, dont l'un des objectifs est de réduire la consommation énergétique ou les émissions de gaz à effet de serre, ou une réduction de l'intensité matière. Ce sont pour des projets qui ont un budget global supérieur à 1 million d'euros. C'est un appel à projet qui est en cours et dont la clôture finale sera le 30 novembre 2016. L'industrie agroalimentaire est bien inclus dans cet appel. Si vous avez des besoins de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter l'ADEME sur donc c'est le financement de projets innovants. Je vous ai mis quelques liens. Je pense que la présentation sera sans doute accessible ultérieurement. Vous retrouverez les références que j'ai évoquées tout à l'heure. Voilà, je vais laisser la parole à Monsieur Chadoub.
Bonjour, je suis Édouard Chaloub, formateur en froid industriel à l'AFPA d'Alençon. Donc je vais vous parler d'une réalisation qu'on a fait en partenariat avec l'ADEME, donc une installation CO2 transcritique qu'on a mis en place. Et donc actuellement, nous sommes sur une démarche ISO 50001. Voilà. Donc l'AFPA en chiffres, nous sommes le premier organisme de formation professionnelle en France. On a 8000 salariés. Donc nous faisons partie des obligés au niveau audit énergétique. Hein. Pour l'instant, nous ne sommes pas ISO 50001. Nous comptons faire le test sur Alençon pour pouvoir le répandre après sur le territoire. Donc un audit énergétique obligatoire tous les 4 ans. Hein. Nous souhaitons mettre en place un système de management de l'énergie. Donc là, pour l'instant, nous sommes en train de le mettre en place. L'objectif, c'est de dispenser des formations qui intègrent le management de l'énergie, hein, soit des formations courtes à destination des entreprises utilisatrices de froid industriel, ou des formations en alternance un peu plus longues pour les installateurs. Donc, nous avons une formation spécialisée en froid industriel, une formation d'alternance sur 20 semaines, un contrat ou période de professionnalisation. Sur le site, nous avons des installations classées protection de l'environnement fonctionnant à l'ammoniac avec 400 kg, ce qui est représentatif des industries agroalimentaires. Hein. Et nous avons aussi une installation donc, au CO2. Nous proposons plusieurs thématiques. Hein. En 2016, sécurité ammoniac, formation réglementaire, formation sur le CO2. Et à la fin d'année, dès qu'on sera certifié, donc conduite d'installation selon l'ISO 50001 à destination des pilotes énergie et des techniciens. Nous avons opté pour une solution CO2 parce que c'est une solution écologique hein, qui a un faible impact sur l'effet de serre. Le CO2 est très utilisé en agroalimentaire. Hein, donc, on a un retour d'expérience sur ce fluide. Il a de nombreux avantages. Il est stable, ininflammable, incolore, inodore, non toxique et peu cher. Les différentes solutions qu'on a déjà dans l'industrie agroalimentaire, hein, c'est le CO2 supercritique, donc à des pressions et des températures élevées. On l'utilise comme solvant, en fait, hein, pour décaféiner le café, pour traiter les bouchons de liège, pour enlever le goût de vin, le goût de bouchon dans le vin plutôt. La lyophilisation. Et donc, la réfrigération, donc plus récemment, vraiment sur l'application, l'utilisation en transcritique, hein, c'est-à-dire avec une utilisation au-dessus du point critique. Donc en 2015, nous avons mis en place une installation CO2 en partenariat avec l'ADEME. Nous avons conçu un plateau technique de 100 mètres carrés avec des cellules de refroidissement, des chambres froides, pour avoir quelque chose de taille conséquente, hein, sur lesquelles les techniciens peuvent travailler et puis où on peut justement faire le point sur l'efficacité énergétique de l'installation, l'influence de la température extérieure sur la performance de la machine. Donc auparavant, le frigoriste devait répondre à un besoin de froid. Hein. Donc le COP froid, c'était la puissance frigorifique sur la puissance absorbée de la machine. C'était des solutions assez simples et assez fiables. Hein. Dans les différents échangeurs, on avait des changements d'état dans l'évaporateur, dans le condenseur. Par contre, l'énergie rejetée servait à chauffer les petits oiseaux. Et cette énergie était quand même conséquente, hein, puisque c'est la somme de la puissance frigorifique et de la puissance absorbée de la machine. Donc en fait, on crée beaucoup de chaleur pour faire du froid. Donc aujourd'hui, depuis de nombreuses années, cette source chaude est exploitée hein, par le moyen d'une pompe à chaleur, par exemple. Donc là, cette fois-ci, on a deux systèmes frigorifiques. Hein. Un premier système qui sert de refroidissement. Et puis, on va installer une relève pour avoir un niveau de température exploitable par l'utilisateur, hein, pour faire de l'eau chaude sanitaire ou du process. Donc là, la quantité d'énergie récupérée
en fonction du besoin, hein. Et le niveau de température, par contre, il est intéressant. Mais ça nous amène à avoir deux systèmes frigorifiques et peut-être avoir deux fluides différents sur le site. D'un point de vue réglementaire, ça peut entraîner des contraintes supplémentaires. Donc nous avons choisi de mettre en place une installation CO2 transcritique parce que c'est un fluide déjà qui a un effet sur le réchauffement assez négligeable. Et l'avantage, c'est surtout pour faire de la chaleur, en fait. C'est une seule installation frigorifique, donc on n'a plus besoin de pompe à chaleur, qui répond aux besoins de chaud et de froid à la demande du client. Donc là, la quantité d'énergie récupérée, on peut tout récupérer, hein. Le niveau de température, il est intéressant, de plus de 65 degrés. Donc la différence avec une installation classique, c'est pour ça que le CO2, le cycle frigorifique est dit transcritique, parce qu'on passe au-dessus du point critique. Et le CO2 supercritique, donc dans l'échangeur pour récupérer la chaleur, il n'y a pas de changement d'état. Donc du coup, on se retrouve avec une performance accrue au niveau de la récupération. Sur une installation classique, on va s'intéresser surtout à la désurchauffe pour avoir un niveau de température élevé. Tandis que sur une installation donc CO2 transcritique, on va pouvoir récupérer de l'énergie dans toute la phase de désurchauffe. On n'a vraiment pas de changement d'état dans l'échangeur. Donc ça, c'est un avantage lié à cette technologie. On peut faire, je dirais qu'on peut tout faire avec le CO2, hein. La récupération de chaleur, stockage de glace la nuit, hein, comme sur une installation classique. On peut alimenter les tunnels de surgélation en CO2 pompé. On peut descendre jusqu'à des températures de moins 54 degrés. En dessous, on a le point triple, donc là, on a une solidification du CO2. On peut l'utiliser en détente directe ou comme frigo-porteur. Donc c'est un frigo-porteur diphasique, hein. Donc là, on réduit la section des tuyauteries et l'énergie de pompage. Donc au niveau de l'ISO 50001, il y a la prise en compte de l'aspect réglementaire, hein. Le potentiel de réchauffement global d'un fluide, c'est un indicateur et l'unité de cet indicateur, c'est en tonnes équivalent CO2. Donc le potentiel de réchauffement du CO2, il est de 1. Et sur les fluides qui sont utilisés dans l'industrie agroalimentaire, là on a le R404A par exemple, il est de 3920. Donc ça, c'est des fluides qui ont un effet sur l'effet de serre, hein. C'est très significatif. Donc ça représente un quart des quantités de fluides frigorigènes disponibles dans le parc au niveau des entreprises agroalimentaires. Et ça représente quand même 3/4 de l'effet potentiel de réchauffement global. Donc on voit comme solutions qui sont écologiques, entre guillemets, on a l'ammoniac, hein, qui n'a pas d'effet sur le potentiel de réchauffement global, et le CO2, donc, qui est l'indicateur qui a un effet de 1. Au niveau de la réglementation, donc, la F-Gaz a mis en place des quotas. Donc, nous avons vu la disparition du R22, donc avec une augmentation du prix. Et là, on a donc en prévision, hein, on a déjà une augmentation du prix sur le R404. Donc, il faut savoir qu'une installation classique a un taux de fuite de 20%. Donc, si on a une installation vétuste, c'est peut-être le moment de se dire est-ce qu'on ne peut pas passer sur une solution où on fait de la récupération d'énergie et on a un retour sur investissement. Il faut prendre en compte l'augmentation du coût du fluide, hein. Donc tous les fluides qui ont donc il y a le 404 qu'on a cité, mais tous les fluides qui ont un fort potentiel de réchauffement global sont actuellement sur la sellette et montrés du doigt par la nouvelle réglementation F-Gaz avec la mise en place de quotas. Donc les avantages du CO2, on a une utilisation depuis 1930 dans la réfrigération
L'utilisation en transcritique est un peu plus récente. Par contre, elle a été choisie par la GMS, les grandes et moyennes surfaces. Carrefour était un des premiers à opter pour cette solution. Donc, on a un retour positif. Le transport frigorifique, avec les groupes sur les camions, il y a des essais qui sont faits avec le CO2 transcritique. Et la climatisation automobile aussi, il y a des essais concluants qui ont été faits. Les avantages du CO2, c'est un fluide performant, une efficacité énergétique élevée, un potentiel de réchauffement global de 1, facile à se procurer, disponible partout à un prix raisonnable. Et les composants sont plus petits, c'est lié à sa forte efficacité énergétique. Donc ici, on a un comparatif en fait, de performance. Sur la première colonne, on a la capacité thermique en kilojoules par mètre cube. Le compresseur étant une machine volumétrique, c'est un moyen de se rendre compte de l'efficacité de ce fluide qui est très dense. Donc il est 5 fois, il a une efficacité qui est 5 fois meilleure. Donc du coup, la cylindrée du compresseur est 5 fois plus petite. Et tous les composants de ligne, donc les tuyauteries, les vannes, sont aussi beaucoup plus petites. Donc là, ce comparatif, il a été fait avec un régime de fonctionnement de -25 plus 25. Donc c'est un cycle qu'on dit subcritique. La performance diminue avec des températures extérieures élevées, ou là où la machine passe en transcritique. Donc là, on a la différence. En fait, quand on passe en transcritique, une augmentation de 10 degrés de la température extérieure, on a une diminution de la performance de 4 à 3. Parce qu'il y a une partie du débit du fluide frigorigène qui ne sert pas à l'effet frigorifique, en fait. Il y a des recherches actuellement qui sont faites. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est la compression parallèle. C'est une solution pour optimiser l'installation. Le condenseur adiabatique, ça évite de travailler en transcritique. Et des solutions avec des éjecteurs qui permettent de récupérer en fait, une partie de l'énergie. Donc le CO2 et la réglementation, toujours par rapport à l'ISO 50001, il faut vraiment prendre ça en compte. Il a de nombreux avantages parce qu'il n'est pas compris dans la réglementation F-Gaz. Donc vous n'avez pas ces contraintes réglementaires que vous allez avoir avec les HFC ou les HFO, les fluides de substitution. Au niveau des installations classées, au niveau du CO2, vous n'allez pas être soumis à déclaration. Pour l'ammoniac, on est soumis à la rubrique 4735. Et pour les fluides fluorés, à la rubrique 4802. Par contre, vous êtes quand même soumis à la directive des équipements sous pression. Donc ça, c'est un point très important pour le CO2, parce que les pressions sont quand même très élevées par rapport aux autres fluides. Et à l'EN 378, donc, qui comporte tous les systèmes de réfrigération et de pompe à chaleur. Donc les tuyauteries et les raccords, facilité de mise en œuvre. Le diamètre des tuyauteries est beaucoup plus faible. Donc le CO2 est compatible avec le cuivre, l'acier, l'inox. Donc ça permet d'avoir une réduction du coût à la mise en œuvre de l'installation. Donc il faut veiller à faire attention donc, aux pressions de service des équipements. Il faut choisir des équipements adaptés au CO2. C'est ce qui va faire la fiabilité et la pérennité de votre système frigorifique. Aujourd'hui, on retrouve plusieurs gammes, par exemple d'évaporateurs avec des pressions de 40 bars, 60 bars ou 80 bars. Donc, je vous conseille de vous orienter vers des pressions de service plus élevées. Ça évitera d'avoir des soucis de dégazage intempestif. Donc, les évolutions technologiques des équipements. On avait autrefois une installation qui faisait que du froid. Donc c'était assez facile. Par contre, au niveau de la maintenance, il n'y avait pas de problème. Au niveau de la performance, ce n'était pas très intéressant. Aujourd'hui, on a des installations qui sont capables de faire du froid, du chaud. On leur demande d'être performantes avec un suivi de la performance. Par contre, là où il y a vraiment un besoin, c'est au niveau de la maintenance. Parce que les dérives sont vite arrivées. C'est entièrement des régulations qui sont entièrement analogiques. Donc il faut bien penser à étalonner toutes ces sondes tous les ans, tous ces capteurs. Parce qu'une dérive va pénaliser la performance de la machine. Et les personnes qui interviennent sur ce type d'installation doivent vraiment être formées
non seulement à la technique, mais aussi être sensibilisé à la performance énergétique de la machine. Donc voilà. Donc si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez également venir chercher. J'ai quelques brochures ADEME, notamment la fiche fonction du référent énergie. Et puis, et quelques exemplaires des schémas de procédés que j'ai évoqués tout à l'heure, si ça vous intéresse. Merci de votre attention.